Ma belle-mère m'a sifflé, tu as 2 jours pour sortir, aux funérailles de papa. Alors je suis allé au cabinet d'avocat. Bonjour, je m'appelle Summer. Aux funérailles de mon père, alors que mes yeux étaient encore rouges, mes mains encore tremblantes, ma belle-mère s'est penchée vers moi et a dit, tu as 2 jours, ensuite tu dégages. Elle m'a traité d'invité qu'il n'avait jamais voulu. La maison dans laquelle j'ai grandi, l'homme qui m'a élevé, soudainement effacé avec un sourire et un mouchoir en papier. Mais ensuite j'ai trouvé son dossier, et j'ai réalisé que quelqu'un avait planifié mon renvoi bien avant que le cercueil ne soit fermé. Étais-je vraiment la fille qu'il avait oubliée? Ou étais-je la seule en qui il avait confiance pour protéger la vérité? Je ne pouvais plus pleurer. Non pas parce que je n'étais pas triste, mais parce que la rage n'avait nulle part où aller. Elle se logeait juste sous mes côtes, pulsant comme une sirène d'alarme que personne d'autre ne pouvait entendre. La salle de l'église sentait la cire et les lys artificiels. Chaque banc était plein. Mon père aurait détesté tout ce tralala. Il n'a jamais été porté sur le drame. Il n'aimait même pas les anniversaires. Mais nous étions là, avec des photos sur des chevalets, de doux cantiques joués par les haut-parleurs. Vera dans une robe fourreau noir parfaitement taillée, jouant le rôle de celle qui avait perdu le centre de son monde. J'étais assise dans le coin le plus éloigné, à peine remarquée, comme une figurante dans une pièce dont j'avais été la vedette. Personne n'est venu me voir. Personne n'a prononcé mon nom. Quelqu'un m'a même tendu une boîte de mouchoirs comme si j'étais juste une autre invitée qui avait perdu un collègue. J'ai hoché la tête poliment, me mordant l'intérieur de la joue pour ne pas trembler. Le diaporama défilait sur le drap blanc. Époux bien-aimé. Mentor chéri. Ami dévoué. Il n'y avait pas une seule diapositive de nous, de lui et moi. Pas une seule photo de notre voyage en voiture jusqu'au Mont Aude, pas même une photo granuleuse de Noël quand je lui avais offert ce pull ridicule des Oregon-Ducks. Quand le pasteur a invité Vera à prendre la parole, elle s'est avancée sans la moindre hésitation. Sa voix ne tremblait pas, il aimait profondément, a-t-elle dit. Sa famille était tout pour lui. Et puis elle a énuméré des noms, ses 2 fils d'un précédent mariage, sa mère qui vivait au bout de la rue, et elle-même. Aucune mention de moi, pas même un lapsus, juste une coupure nette comme si je n'avais jamais existé. J'ai agrippé les bords du programme des funérailles jusqu'à ce qu'ils se plissent sous mes doigts. J'avais l'impression de regarder une étrangère enterrer mon père. Quand la cérémonie s'est terminée, tout le monde s'est levé et a commencé à se diriger vers la zone de réception. Je suis restée assise. Mes jambes ne bougeaient pas, et je ne voulais pas qu'elles bougent. J'avais besoin d'une minute de plus près de sa photo sur l'autel. Une minute de plus pour prétendre que tout n'avait pas changé si vite. C'est à ce moment-là qu'elle s'est penchée vers moi. Le parfum de Vera était doux, presque floral. Elle a posé sa main délicatement sur mon épaule comme si elle allait m'offrir des condoléances. Au lieu de cela, elle a murmuré avec un sourire que je n'oublierai jamais, tu as 2 jours, ensuite tu dégages. Je n'ai pas tressailli. Je ne l'ai pas regardé. Ma bouche s'est instantanément asséchée, et quelque chose en moi s'est durci. Elle m'a serré l'épaule comme si nous venions de partager un tendre adieu, puis s'est éloignée pour accueillir les invités qui arrivaient. Je l'ai regardée étreindre des gens avec des larmes aux yeux, les remerciant pour leurs pensées. Elle a été si forte, a murmuré quelqu'un derrière moi. Forte? Non. Calculatrice. Alors que je me levais, une voisine que je n'avais pas vue depuis des années m'a jeté un regard perplexe. Et vous êtes? J'ai ouvert la bouche pour parler, mais les mots sont restés coincés au fond de ma gorge. À quoi bon? Dans cette pièce, j'avais déjà été effacé. Je suis sorti dans la lumière de fin d'après-midi. Le ciel était trop lumineux pour des funérailles. Les voitures s'alignaient sur le parking de l'église, et les gens riaient à voix basse, d'un ton respectueux. J'ai longé les rangées, dépassant les murmures et les plats à gratin, en direction de ma voiture. La voiture de mon père, en fait. Je l'avais conduite parce que je ne m'attendais pas à être malvenu aux funérailles de mon propre père. Assise derrière le volant, j'ai fixé le tableau de bord où son odeur persistait encore, du cèdre, une touche de menthe poivrée, et des années de voyage en voiture et de vestes usées. C'est à ce moment-là que la colère a finalement commencé à respirer. Elle a rampé de ma poitrine jusqu'à mes mains. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, j'ai agrippé le volant et j'ai murmuré à la voiture vide, pas cette fois. Le temps que j'arrive à la maison, sa maison, les invités se rassemblaient déjà sur le porche, portant des plats couverts et des sacs cadeaux avec des rubans. Vera était à la porte, accueillant les gens comme si c'était un brunch.
Quand elle m'a vu, elle a penché la tête et m'a fait signe d'entrer comme si j'avais besoin de permission pour entrer dans la maison où j'avais grandi. À l'intérieur, tout semblait mis en scène. Des photos de Vera et papa en vacances auxquelles je n'avais jamais été invité. Un nouveau miroir dans le couloir. Son fauteuil inclinable avait disparu. J'ai erré dans la cuisine, maintenant garnie de verre à vin et de fromage précoupé. Quelqu'un a dit, cet endroit a l'air si propre, comme un nouveau départ. J'ai serré la mâchoire. Dans un coin, Vera riait avec un cousin que je reconnaissais à peine. Elle m'a vu, a souri et a dit, contente que tu sois arrivée saine et sauve. Cette journée doit être dure pour toi. Je ne suis pas là pour les amuse-gueules, ai-je dit doucement. Elle s'est penchée, ce même ton sirupeux coulant de ses lèvres. Bien sûr que non. C'est encore ta maison pour le moment. Ma main s'est resserrée sur la lanière de mon sac à main. Mon père et moi vivions ici bien avant ton arrivée. Elle a pris une longue gorgée de son vin et a murmuré, et maintenant, il est temps de passer à autre chose. Toi, plus que quiconque, devrais comprendre cela. Je n'ai pas répondu. Je me suis retourné et j'ai monté les escaliers, non pas parce que j'en avais envie, mais parce que j'avais besoin de le voir de mes propres yeux. Sa chambre avait été vidée. Les murs étaient nus. La table de chevet débranchée. Les tiroirs de la commode ouverts comme sur une scène de crime, à moitié pleins, à moitié vides. Ses journaux avaient disparu. La photo de lui et moi sur le bateau de pêche disparue. Et puis je l'ai vu. La porte de ma chambre avait une nouvelle serrure. En bas, les rires résonnaient à travers les murs. On portait des toasts. Le vin coulait à flots. Et la fille du défunt était effacée pièce par pièce, tiroir par tiroir. J'ai reculé dans le couloir, respirant lentement et régulièrement. Ce n'était plus du chagrin. C'était la guerre. Si je suis une invitée, où est la sortie? Cette pensée résonnait dans ma tête alors que je rentrais dans la maison, passant devant les invités qui murmuraient en tenant des assiettes en carton et des fourchettes en plastique. Personne n'a regardé dans ma direction. Personne ne m'a demandé où j'étais allé. Dans cette maison, je n'existais que si je faisais une scène, et je n'allais pas leur donner cette satisfaction. Vera se tenait au centre de la cuisine comme une hôtesse lors d'une garden party. Sa posture était impeccable, une main tenant un verre de chardonnay à moitié vide, tandis que l'autre désignait un plateau de fromage. « Nous sommes si reconnaissants que vous ayez pu venir », disait-elle à une femme en cardigan beige. Il représentait le monde entier pour nous. Nous. Elle a croisé mon regard juste au moment où elle riait de quelque chose que la femme avait dit, puis s'est retournée vers elle avec un sourire étudié. C'était la même performance sans effort qu'elle avait donnée aux funérailles. La veuve éplorée transformée en pilier de grâce. Si je n'avais pas su, j'aurais applaudi le numéro. Je n'avais pas envie de manger. Je n'avais pas envie de parler. Je me suis déplacé à travers la foule, lentement mais délibérément, vers le couloir. Des voix bourdonnaient derrière moi. Des verres s'entrechoquaient. L'odeur de jambon cuit et de bougies de cire flottait dans l'air. J'essayais de ne pas respirer trop profondément. Juste au moment où je passais devant le salon, j'ai capté un fragment de conversation. « Qui est-ce déjà » demanda une femme, en chuchotant, mais pas assez bas. Elle est venue avec sa propre voiture. « Vera n'a-t-elle pas dit que c'était une amie de fac de Franck » répondit un homme, l'air incertain. « Oui, je crois qu'elle a logé chez eux une fois, il y a des années. »« Ah oui. C'est ça. L'invité. » Les mots m'ont arrêté net. Pas la fille, pas la famille, l'invité. Je ne me suis pas retourné. Je ne les ai pas corrigés. Cela aurait signifié leur donner la satisfaction de voir mon visage se tordre. Et je savais que Vera écoutait quelque part. Elle écoutait toujours. Je suis monté. Ma chambre. Ce qui avait été ma chambre était au bout du couloir, à gauche, deuxième porte. J'ai attrapé la poignée automatiquement. Elle n'a pas bougé. Le bouton a tourné, puis a cliqué sèchement. Verrouillé. J'ai réessayé, plus lentement, en appuyant de tout mon poids sur le bois. Toujours verrouillé. Pendant une seconde, j'ai pensé que je m'étais peut-être trompé de porte, mais non. Le même vieux grincement du plancher près du cadre de la porte était toujours là. En bas, un rire a de nouveau éclaté. Une salve d'applaudissements a suivi. Peut-être que quelqu'un avait porté un toast. Je suis redescendu, traversant la cuisine pour la trouver, car si quelqu'un avait des réponses,
c'était bien Vera. Elle riait trop fort de quelque chose que je n'avais pas entendu. J'ai attendu un moment jusqu'à ce que ses yeux glissent vers moi. « As-tu changé la serrure de ma chambre ?» ai-je demandé d'un ton neutre. Elle a cligné des yeux. « Oh, oui, je l'ai fait. » Comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Je supposais que tu partais bientôt et j'avais besoin de libérer l'espace pour des articles à donner. Je l'ai dévisagé. « Alors, tu m'as enfermé hors de ma propre chambre ?» Elle a eu un petit rire. « Ce n'est qu'une chambre, Summer. Je pensais que nous étions sur la même longueur d'onde pour ce qui est d'aller de l'avant. » Je n'ai pas répondu. Je ne me faisais pas confiance pour le faire. Au lieu de cela, je me suis retourné et je me suis éloigné avant de dire quelque chose que je regretterais ou, pire, quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Près de la porte d'entrée, quelque chose a attiré mon attention. Une valise. Ma valise. Posée droite contre le mur, à côté du porte-parapluie. Mon étiquette nominative toujours attachée à la poignée. Collé sur le dessus, un post-it jaune, j'espère que cela t'aidera à faciliter ta transition. Je l'ai fixé pendant 10 bonnes secondes, peut-être plus. C'était comme si quelqu'un m'avait arraché l'air des poumons et l'avait remplacé par du bruit blanc. Cette valise n'avait pas été faite par moi. La fermeture éclair n'était même pas complètement fermée, et les vêtements à l'intérieur étaient pliés, net. Elle m'avait mise à la porte de la maison avant même la fin de la cérémonie. Je ne l'ai pas prise. Je l'ai laissée là et j'ai traversé le couloir pour aller dans le jardin. Le soleil commençait à se coucher, projetant des traînées oranges dans le ciel. Le banc en bois où papa avait l'habitude de s'asseoir, où nous buvions de la limonade en été, avait disparu. Seule une parcelle d'herbe aplatie restait. Je suis resté là un moment, me serrant les bras contre la poitrine. Ce n'était pas seulement la chambre ou la valise ou même la façon dont les gens me regardaient comme si j'étais transparente. C'était la façon dont elle faisait tout cela avec un sourire. Je me suis retourné vers la maison, m'arrêtant une seconde dans l'embrasure de la porte, juste assez pour que le vent attrape le bord de ma veste. De la cuisine, j'ai pu entendre à nouveau la voix de Vera. C'est toujours difficile quand les gens s'accrochent au passé. Mais Franck voudrait que nous allions de l'avant. Franck. Pas papa. Pas même, mon mari. Juste Franck. Décontracté, détaché. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est cassé. Pas bruyamment, pas de façon spectaculaire, juste nettement. Je ne suis pas parti en trombe. Je n'ai rien jeté. Je suis simplement retourné dans la maison, la tête haute, passant devant le couloir de photos inconnus, devant la foule qui ne savait toujours pas qui j'étais, et je suis retourné à l'allée. Si je n'étais plus la bienvenue, alors je devais cesser d'agir comme si ma place était ici. Mais ce n'était pas fini. Elle pouvait verrouiller une porte. Elle pouvait faire une valise. Elle pouvait effacer mon nom de tous les programmes et photos de la maison. Mais elle avait oublié une chose. On ne peut pas réécrire les liens du sang. Elle s'agenouille. Le coin d'un dossier en manie dépasse. J'ai tendu la main sous le banc du couloir et j'ai sorti le dossier. Il était poussiéreux, plié à un coin, et n'avait aucune étiquette. Juste une légère tache d'encre sur la couverture, le genre que les stylos de mon père laissaient quand il était distrait en griffonnant quelque chose. Mes doigts ont hésité sur le bord avant que je ne l'ouvre. À l'intérieur, une seule feuille de papier, tapée proprement, centrée sur la page, testament révisé, version d'avril. En dessous, sa signature. En bas, la mienne. Je suis resté là quelques instants, sans respirer, sans cligner des yeux. Mon nom avait été là depuis le début. Le son de rires étouffés flottait dans le couloir. Quelqu'un a fait une blague dans la cuisine. L'air autour de moi semblait trop calme pour tout ce bruit. J'ai glissé le dossier sous mon bras et je suis monté à l'étage. La chambre qui était celle de mon père avait l'air d'avoir été préparée pour une visite libre. Propre, stérile, comme si personne n'y avait jamais vécu. La literie était différente, impeccable et blanche. La bibliothèque était à moitié vide. La lampe que je lui avais offerte pour son anniversaire il y a quelques années avait disparu. La pièce sentait la lavande et quelque chose de vaguement chimique, l'odeur des souvenirs récurés. J'ai déverrouillé la porte de mon ancienne chambre avec le double de la clé que j'avais cachée il y a des années dans l'armoire de la salle de bain. La serrure avait été changée, mais pas le pen dormant. Vera n'avait pas été assez minutieuse. Dès que je suis entré, cela m'a frappé. Le vide. Pas de vêtements, pas de photos.
Le tableau d'affichage sur lequel j'avais épinglé des lettres et des notes de remise de diplôme était nu. Ma table de chevet avait disparu. Le tiroir où papa glissait de petits mots a disparu. J'ai ouvert le placard. Seuls des cintres restaient, se balançant légèrement comme si quelqu'un avait claqué la porte trop fort avant de partir. En bas, le bourdonnement des voix continuait. Le monde continuait de tourner, mais le mien s'immobilisait. Je suis allé dans le bureau de papa. Le tiroir du bureau, autrefois plein de reçus et de listes griffonnées à la main, était maintenant complètement vide. Le porte-stylo était vide. Même le sous-verre avec le logo de Buzzball délavé avait disparu. Je me suis agenouillé à côté du meuble bas où il cachait des cartes, des lettres et de petits souvenirs, vides. La version préliminaire de la nécrologie sur laquelle nous avions travaillé ensemble une semaine auparavant avait disparu. Je me suis penché en arrière, regardant ce qui était son espace. Il ne restait rien, pas même son ombre. C'était comme si Vera avait nettoyé la maison de sa présence et de tout ce qui le liait à moi. En bas, j'ai entendu quelqu'un crier « Vera, où sont les toilettes pour les invités déjà ?» Invité. Je me suis levé et je suis allé à la cuisine. Le comptoir avait une pile bien ordonnée de programmes funéraires. J'en ai pris un, feuilletant les pages. Vera et les garçons, la mère de Vera, même le chien de Vera, mais pas de Summer, pas de fille, pas même une mention honorifique. J'ai ouvert le réfrigérateur pour prendre une bouteille d'eau et j'ai repéré quelque chose de collé sur le panneau latéral, une copie de l'acte de décès, soigneusement plastifié. Je l'ai lu une fois, puis une autre, comme si les mots pouvaient changer. Parente la plus proche, Vera Darnell. Enfant, aucun. J'ai cligné des yeux une fois, puis une autre. Le papier ne mentait pas. Ou peut-être que si, mais il mentait en police légale, ce qui signifiait que quelqu'un devait prouver le contraire. Je n'ai pas fait de bruit. Je ne l'ai pas arraché du réfrigérateur. J'ai juste fermé la porte et je suis sorti vers la poubelle derrière le garage. Le couvercle a grincé quand je l'ai ouvert. Là, juste au-dessus, se trouvait l'insigne militaire de mon père, son vieux cadre photo du couloir. Celui avec la photo de notre partie de pêche. Elle l'avait jeté. Elle m'avait jeté avec lui. Ma gorge s'est serrée, mais aucune larme n'est venue. Ma poitrine me faisait juste mal de cette manière creuse, étirée, fine que le deuil aime à s'installer en vous quand il n'a nulle part où se poser. Tu essaies vraiment de m'effacer, n'est-ce pas, ai-je murmuré à personne en particulier. L'insigne était toujours là, cabossé mais entier. Je l'ai pris, l'ai mis dans ma poche comme un secret que je n'étais pas prête à partager. Le soleil était plus bas maintenant, projetant de longues ombres sur la cour. Je suis retourné à l'intérieur, essayant de me recentrer avec le léger grincement du plancher en bois, le bourdonnement des voix qui s'amenuisaient lentement à mesure que les invités commençaient à partir. Je suis repassé devant le banc dans le couloir et je me suis arrêté. Un deuxième dossier, à peine glissé derrière le pied, presque invisible dans la pénombre, a attiré mon attention. Je me suis penché, le cœur battant. Celui-ci portait une écriture manuscrite sur le devant, à ouvrir si quelque chose ne semble pas normal. L'écriture de papa. Je la reconnaîtrais n'importe où. Je l'ai ouvert lentement. À l'intérieur, des documents bancaires, une liste de numéros de compte, et une petite note post-it. Garde ceci en sécurité. Tu sauras pourquoi. Je savais pourquoi. Pas complètement, mais assez. Je suis remonté, le dossier serré contre moi, j'ai fermé ma porte derrière moi et je me suis assise sur le matelas nu. Les dossiers étalés devant moi comme des pièces de puzzle attendant d'être assemblées. Peut-être que Vera se croyait maligne. Peut-être croyait-elle que verrouiller ma porte et afficher des actes de décès me rendait assez petite pour être oubliée. Mais la vérité avait l'habitude de refaire surface juste au moment où l'on pensait l'avoir enterrée le plus profondément. Et j'étais prête à creuser. L'ami avocat de son père. Il avait dit quelque chose une fois. Je ne me souvenais pas des mots exacts, mais le ton m'était resté toutes ces années. Moitié avertissement, moitié affection. Quelque chose sur le fait de ne pas faire confiance aux signatures si on ne surveillait pas le stylo soi-même. À l'époque, j'avais balayé cela d'un revers de main, le considérant comme une de ces maximes d'avocat qu'il lançait toujours. Mais maintenant, debout dans le grenier avec un dossier en manie pressé contre ma poitrine et l'odeur de cèdre et de poussière dans le nez, je comprenais enfin ce qu'il voulait dire. La lettre à l'intérieur du dossier était brève. 2 courtes lignes manuscrites dans l'écriture familière et bouclée de mon père, pour ma cadette, tu n'as jamais été temporaire.
En dessous se trouvaient des photocopies d'un testament mis à jour, notarié et daté de seulement 6 semaines. Il y avait aussi un acte de propriété, l'acte de la maison, avec nos 2 noms imprimés clairement en bas. Ma signature y était aussi. Je me souvenais l'avoir signé sur le comptoir de la cuisine pendant qu'il préparait du café, sans jamais penser que cela importerait autant. Je me suis assise sur une vieille malle en bois et j'ai fixé les documents. Le grenier était silencieux, à l'exception du faible bourdonnement de la lumière du couloir en bas et du tintement lointain des verres dans la cuisine. Vera était probablement en train de rincer des verres à vin, élaborant déjà sa version des faits dans sa tête. Tenant le dossier contre ma poitrine, j'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. Pour la première fois depuis les funérailles, mes mains ne tremblaient pas. Je savais que tu ne m'avais pas oublié, ai-je murmuré comme s'il pouvait m'entendre à travers les planchers et la mémoire. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté dans le grenier jusqu'aux petites heures du matin, lisant et relisant chaque feuille de papier, vérifiant les dates, comparant les encres, photographiant les pages avec mon téléphone au cas où. Quand je suis finalement redescendu sur la pointe des pieds, le soleil perçait à travers les lattes des stores, projetant de longs faisceaux de lumière sur le carrelage. Vera était déjà levée. Elle était assise à la table de la cuisine, un peignoir de soie bien noué, une tasse de thé fumante dans ses mains comme un rituel matinal qu'elle avait toujours possédé. Ses ongles étaient impeccables. Son expression illisible. « Je ne pensais pas que tu serais encore là », a-t-elle dit sans me regarder. « Je pense que papa voulait que je le sois », ai-je répondu, la voix égale. Sans tremblement. Cela l'a fait lever les yeux juste une seconde, juste assez longtemps pour qu'elle se rende compte que je n'étais plus fatigué. Je ne portais plus le deuil de la manière qu'elle attendait. Quelque chose sur son visage a tressailli, puis s'est lissé aussi vite que c'était apparu. Elle a offert un sourire crispé et n'a rien dit. Je suis passé devant elle sans m'arrêter, le dossier à la main, mais tenu à plat contre mon flanc. Pas besoin d'annoncer quoi que ce soit. Pas encore. J'ai versé un verre d'eau à l'évier. Ses yeux m'ont suivi dans le reflet de la fenêtre mais elle n'a pas parlé. Après quelques minutes de silence tendu, elle s'est levée, a rincé sa tasse et est retournée vers le couloir. J'ai attendu d'entendre la porte de sa chambre se fermer avant de remonter à l'étage, ignorant complètement ma chambre. Je suis allé directement au grenier. La boîte que je cherchais n'était pas cachée. Elle se trouvait là où papa avait toujours gardé ses déclarations d'impôts, étiquetées de son écriture soignée, en majuscules, projet juridique Candan. J'ai soulevé le couvercle et j'ai fouillé parmi des formulaires, des lettres, de vieux contrats, jaunissant sur les bords. Au fond se trouvait une enveloppe brune qui ne correspondait pas au reste. À l'intérieur, une liste de noms et de numéros de contact. L'un était souligné. Lial Candan. Privé. À utiliser si besoin. Papa et Lial avaient travaillé ensemble quand j'étais au lycée. Lial était vif, un peu bourru, mais gentil quand il le fallait. Je me souvenais qu'il me donnait du chewing-gum en douce lors d'un des interminables pique-niques du cabinet de papa. La dernière fois que j'en avais entendu parler, il avait pris sa retraite. Mais les avocats à la retraite sont toujours des avocats, surtout quand il s'agit des gens qu'ils aiment. J'ai pris une photo de la note et l'ai remise dans l'enveloppe. Il était temps de commencer à être méthodique. En bas, la voix de Vera flottait depuis la cage d'escalier. Elle était au téléphone, légère et enjouée, parlant de surmonter la partie difficile et de prendre les choses une boîte à la fois. Je me suis assise sur le sol du grenier et j'ai ouvert l'application Notes sur mon téléphone. Étape 1, tout cataloguer, chaque copie, chaque signature, chaque date. Étape 2, confirmer avec Candan. Étape 3, ne rien dire à Vera pour l'instant. S'il y avait une chose que j'avais apprise de mon père, c'est que le silence fait gagner du temps. Vers le milieu de la matinée, je suis retourné à la cuisine, les dossiers à la main. Vera réorganisait un tiroir plein de reçus. Elle m'a jeté un coup d'œil et a demandé, « Tu prévois de partir bientôt ?» Je pensais programmer un grand nettoyage. « Je te tiendrai au courant », ai-je dit, la voix calme. Je m'occupe juste de quelques suivis juridiques. Bien sûr, a-t-elle dit, le ton léger mais acéré en dessous. N'hésite pas à me dire si tu as besoin d'aide pour comprendre quoi que ce soit. Ces documents peuvent être compliqués. J'ai hoché la tête une fois, puis j'ai ajouté, heureusement, papa et moi nous sommes occupés de la plupart de tout ça avant. Elle s'est figée. Ses yeux ont balayé les dossiers, puis sont revenus sur mon visage. La voilà, la fissure, la première visible. Elle n'a plus parlé pendant que je remontais à l'étage. Plus tard dans l'après-midi,
j'ai appelé Lial. Je n'ai pas tout expliqué, juste assez pour qu'il dise « passe demain. Apporte ce que tu as ». J'ai raccroché et je me suis assise sur le bord de mon lit. Pas de photos, pas de souvenirs laissés dans cette chambre, mais mon nom était sur cet acte de propriété. Ma signature était à côté de la sienne. Elle pouvait faire semblant autant qu'elle voulait, mais je n'allais nulle part. Le dernier fichier téléversé, papa, dernier message.wave. J'ai fixé l'écran un long moment, regardant la barre de progression clignoter. Téléversement terminé. Un calme étrange s'est installé en moi. Pas du soulagement, pas du triomphe, juste le poids de la vérité qui atterrissait enfin dans un endroit d'où elle ne pouvait plus être déplacée. Sa voix était maintenant archivée à 3 endroits, mon téléphone, le cloud, et une clé de sauvegarde dans ma boîte à gants. Pourtant, je ne pouvais pas me détendre. Pas encore. Je suis sorti de ma chambre pieds nus, le plancher en bois frais contre ma peau. La maison était silencieuse, à l'exception du faible bourdonnement du réfrigérateur et du craquement occasionnel des poutres au-dessus de la cuisine. Vera était sortie tôt ce matin-là, prétendant avoir quelques courses à faire. Je n'ai pas posé de questions. Je suis retourné au grenier. L'air était vicié et sec, mais je devais savoir ce qu'elle avait essayé de dissimuler d'autre. Je me suis accroupi près du coin le plus éloigné et j'ai sorti une lourde boîte étiquetée « Refinancement 2022 ». L'étiquette était de l'écriture de Vera, pas de celle de papa. À l'intérieur se trouvaient des enveloppes en manille, des relevés bancaires et des impressions d'hypothèque, trop pour quelqu'un qui ne payait jamais les factures. J'ai passé en revue la pile, page par page, jusqu'à ce que je trouve un document avec un virement de solde surligné. Mes yeux ont balayé les colonnes. 37 000 $ retirés 3 jours avant la mort de papa. Un autre retrait 2 jours avant, 18 000 $. Tous deux provenant de comptes qui, selon toutes les déclarations de revenus dont je me souvenais, étaient à son seul nom. J'ai tourné la page suivante. Numéro de compte, identifiant du virement, banque de destination. J'ai tapé le numéro de routage dans un moteur de recherche de base et j'ai trouvé une correspondance. Le compte n'était pas au nom de Darnell. Il était au nom de VD Property Holdings LLC. J'ai expiré lentement. Il ne s'agissait pas seulement de la maison. Elle avait déplacé de l'argent, liquidé des actifs de son vivant. La boîte a glissé de mes genoux et a heurté le sol avec un bruit sourd, renversant des papiers sur le sol du grenier. Je n'ai pas bougé pour les ramasser tout de suite. Je suis juste resté assise là, les yeux fixés sur la poutre apparente au-dessus de moi, en pensant, quel genre de personne vide les comptes d'un homme mourant ? Finalement, j'ai rassemblé les documents, prenant des photos avec mon téléphone. Je les ai sauvegardés dans un dossier intitulé « Détournement d'actifs, preuves », puis je les ai sauvegardés à nouveau. Si je voulais m'en sortir, je devais penser comme elle, méthodique, invisible, dangereuse. De retour en bas, la bouilloire avait refroidi. Je l'ai remplie à nouveau, non pas parce que j'avais besoin de thé, mais parce que cela me donnait quelque chose à faire de mes mains. Vera est entrée au moment où la bouilloire commençait à siffler. Elle portait un manteau couleur camel, des lunettes de soleil toujours perchées sur sa tête, des sacs de course pendant à ses bras. « Oh » dit-elle en me voyant dans la cuisine. « Je ne m'attendais pas à te voir lever si tôt. » J'ai éteint le feu et j'ai versé l'eau chaude dans une tasse. Je ne m'attendais pas non plus à trouver les comptes de papa vidés le mois dernier. Elle a cligné des yeux trop vite. « Pardon ? Tu m'as entendu ?» ai-je dit en sirotant lentement. Étrange qu'il ait déplacé autant d'argent quelques jours avant sa mort, surtout qu'il n'avait pas touché à ses comptes depuis des années. Elle a posé ses sacs par terre. Les avocats coûtent cher, dit-elle froidement. Tu n'envisages pas sérieusement de rendre les choses compliquées, n'est-ce pas? S'il n'y a rien à cacher, pourquoi ce serait compliqué? Ses lèvres ont tressailli. Parce que la mort fait ressortir le pire chez les gens. Toi, plus que quiconque, devrais le savoir. J'ai souri sans humour. J'apprends vite. Elle a ramassé les sacs et s'est dirigée vers la salle à manger. J'ai attendu d'entendre ses talons claquer dans le couloir, puis j'ai désactivé le mode avion de mon téléphone. Un appel manqué de Lial Candan a éclairé l'écran. Messagerie vocale. Je l'ai écouté en me dirigeant vers ma chambre et j'ai fermé la porte derrière moi. Summer, c'est Lial. J'ai eu ton message. Je me souviens de ce que Frank a dit. Il est venu un mois avant de mourir. Nous avons fait des changements. Je lui ai dit de t'écrire une lettre de secours. Si tu as ça, ne le lâche pas, appelle-moi aujourd'hui.
Je me suis assise sur le bord de mon lit, fixant le sol. Mon téléphone a de nouveau vibré. Une notification de calendrier cette fois, lecture du testament, vendredi, 11 h. Programmé par Vera, bien sûr. J'ai fouillé dans le tiroir du bas de ma table de chevet, sortant un téléphone jetable que papa m'avait donné quand je suis parti à l'université. Je n'y avais pas touché depuis des années. Il s'allumait encore. Même photo de fond de nous à la côte, moi en sweat à capuche rouge, lui avec son vieux chapeau de pêche. Il y avait un message vocal sauvegardé. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix est sortie, douce et rauque. Summer. J'ai fait des changements. Les dossiers sous le banc. S'il arrive quelque chose, ne crois pas ce qu'elle dit. Garde ce que nous avons signé. Appel Candan. Il a fait une pause, puis a ajouté, tu es la seule chose que j'ai bien faite. Je l'ai écouté 3 fois, laissant chaque mot s'imprégner plus profondément, non pas pour douter, mais pour me donner de la force. De retour sur mon ordinateur portable, j'ai créé un nouveau dossier intitulé « Pour avocat seulement ». J'ai téléversé les relevés bancaires scannés, l'acte de propriété signé, et enfin le fichier du message vocal, papa-dernier-message.wave. La barre de téléversement bleu s'est remplie. Je me suis penché en arrière et j'ai expiré. Il ne s'agissait plus seulement de rester. Il s'agissait de lui montrer, de leur montrer à tous que je n'étais pas une fille oubliée de son passé. J'étais sa fille légalement, émotionnellement, financièrement et je n'allais nulle part. Si elle tente quoi que ce soit d'autre, je témoignerai. Les mots de Lial flottaient encore dans le couloir même après son départ. Je suis resté près de la porte un instant, son enveloppe encore chaude de sa main. Il y avait quelque chose dans son ton calme et ferme qui m'a donné plus d'assurance que n'importe quel document n'aurait jamais pu le faire. Le soleil commençait à décliner derrière les arbres à l'extérieur. Une longue ombre s'étirait sur le porche, faisant paraître le vieux bois encore plus vieux. Je suis retourné dans la maison et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'étais prête. Prête à cesser de faire semblant de ne pas voir ce qui se passait. Prête à tracer une ligne. Ce soir-là, Vera ne m'a pas adressé la parole. Elle m'a croisé dans le couloir comme si nous étions des étrangères embarquant sur le même vol. Je l'ai vue jeter un coup d'œil au dossier sur le comptoir, mais elle n'a rien demandé. Le silence entre nous avait changé. Ce n'était plus de l'évitement. C'était de la tension, une confrontation silencieuse, le genre que l'on ne voit qu'entre des personnes qui savent exactement de quoi l'autre est capable. Le lendemain matin, je l'ai surprise au téléphone. J'étais juste devant le bureau. La porte était entr'ouverte d'un accent grave peine un centimètre quand sa voix m'est parvenue, plate et prudente. Elle ne va pas bien, je te le dis, disait-elle à quelqu'un. Depuis les funérailles, elle est instable. J'ai honnêtement peur pour les enfants quand elle est là. Je veux juste la paix dans cette maison. La paix. Les mots sont restés dans ma gorge comme de la cendre. Elle était en train de construire un récit, essayant de retourner la situation avant que je puisse parler. J'ai reculé lentement et je suis retourné à la cuisine, les mains tremblantes, non pas de peur, mais de cette sorte de colère froide et calculée que je n'avais pas ressentie auparavant. En ouvrant mon sac à main pour prendre mon bloc-notes, j'ai remarqué qu'il manquait quelque chose. Mon flacon de médicaments sur ordonnance. Il était là il y a 2 jours. Je le gardais dans une petite pochette zippée avec quelques reçus et un stylo de rechange. Maintenant, la pochette était là, mais pas le flacon. J'ai fermé les yeux une seconde, puis j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert l'enregistreur vocal. Elle est erratique, ai-je murmuré à voix haute, imitant le ton de Vera. J'ai peur pour les enfants. Je veux juste la paix. J'ai appuyé sur stop, les étiqueter, Vera, fausse inquiétude, et les téléverser. Plus tard, pendant que Vera faisait des courses, ou ce qu'elle prétendait faire quand elle disparaissait pendant des heures, j'ai utilisé l'ordinateur de la maison dans le bureau pour imprimer des copies de chaque document que j'avais, révision du testament, copie de l'acte de propriété, virement bancaire, capture d'écran de ces sociétés écrans douteuses. J'ai même imprimé l'email que j'ai trouvé dans le dossier des brouillons, écrit mais non envoyé. Sujet, inquiétude sur l'instabilité mentale, Summer mon corps. Étant donné son comportement erratique récent et ses crises de colère, je crois qu'il pourrait être nécessaire d'explorer des voies d'aide professionnelle ou de tutelle légale. Je ne l'ai pas supprimé. Au lieu de cela, je l'ai photographié, l'ai joint à un dossier marqué « Défense » et je l'ai laissé exactement où je l'avais trouvé. Tu veux la guerre? D'accord.
En milieu d'après-midi, j'avais assemblé 3 dossiers identiques. Un étiqueté, copie légale, un, coffre-fort, et le dernier, pour Candan. J'ai glissé la copie de Candan dans une enveloppe matelassée et je l'ai laissée près de la porte, prête à être livrée. Le reste, je l'ai gardé près de moi. J'étais dans le jardin juste avant le coucher du soleil, arrosant le jardin que mon père entretenait avec soin chaque week-end. Vera n'y avait pas touché depuis son décès. Le romarin était envahissant, et les pieds de tomates s'effondraient sous leur propre poids. C'est là que Liam m'a trouvé. Il n'a pas frappé, il a simplement fait le tour par l'avant et s'est appuyé contre la clôture. « Tu as été bien occupé » a-t-il dit. Il le fallait. Il a regardé le tuyau dans ma main, puis la terre sous mes pieds. « Tu sais, Franck disait toujours que tu étais la seule à comprendre la valeur de la patience. » Il m'a tout appris, ai-je répondu en coupant l'eau. Nous sommes restés là en silence un moment, la brise bruissant dans les arbres. C'était le premier moment de vrai calme que je ressentais depuis des jours. J'ai lu le dossier, a-t-il dit finalement. C'est suffisant. Plus que suffisant. Je lui ai tendu l'enveloppe. Il y a bien plus d'où ça vient, ai-je ajouté. Il a hoché la tête. Si elle tente quoi que ce soit d'autre, je témoignerai. Alors qu'il s'éloignait, j'ai réalisé le chemin que j'avais parcouru en seulement quelques jours, passant de l'effacement aux funérailles à la remise de preuves au plus vieil ami de mon père. Quand je suis rentré, Vera était assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone comme si rien n'avait changé. Elle n'a pas demandé où j'avais été, ni qui venait de partir. Elle n'en avait pas besoin. Elle savait. Je suis allé à la cuisine, j'ai rempli mon verre d'eau et je me suis tourné vers elle. « Tu as encore laissé l'ordinateur allumé ?» ai-je dit. Elle a levé les yeux lentement. « Ah oui ? Rédiger des emails que l'on n'envoie pas est une habitude risquée, ai-je poursuivi nonchalamment. Son sourire n'a pas atteint ses yeux. Parfois, j'écris pour clarifier mes pensées. J'ai hoché la tête en terminant mon eau. Fais juste attention à ce que tu laisses derrière toi. Je suis monté après ça, mais je ne suis pas allé dans ma chambre. Je suis allé dans la sienne, j'ai ouvert son placard, j'ai sorti la boîte étiquetée, planification successorale, je me suis assise par terre et j'ai commencé à lire. Si elle voulait utiliser le passé contre moi, j'allais l'utiliser pour en finir avec elle. Summer envoie un texto à son avocat, il est temps. Dès que mon pouce a appuyé sur envoyer, j'ai posé le téléphone sur le siège passager et je suis resté assise là. Dehors, le vent poussait les branches contre le pare-brise. À l'intérieur de la maison, je savais que Vera était toujours au téléphone, probablement en train de rire, de siroter du vin, peut-être de dire quelque chose d'intelligent sur la redécoration. Elle n'avait aucune idée que le sol sous ses pieds était déjà en train de se fissurer. 10 minutes plus tard, j'étais à l'intérieur, calme comme du verre. J'ai laissé tomber mon sac près de la table du couloir, je suis passé devant la cuisine où elle essuyait les comptoirs comme si de rien n'était, et j'ai monté les escaliers. Sa voix ne m'a pas appelé. Pas de « Comment s'est passée ta journée ?» Pas même un faux sourire. Cette partie du jeu était terminée. Dans le grenier, l'air était épais de poussière et de souvenirs. Je me déplaçais lentement, délibérément. Je ne cherchais plus. Je confirmais. J'ai ouvert une caisse marquée « Matériel DE Camping ». La même où j'avais trouvé le barbecue pliable de papa et des lampes de poche emmêlées il y a des années. Enterré sous un sac de couchage roulé se trouvait sa vieille caméra portable. La Sony noire était rayée mais intacte. La batterie était morte depuis longtemps, mais j'en avais de rechange. Papa en gardait toujours en plus dans le kit de tempête. J'en ai mis une, j'ai allumé la caméra et j'ai fait défiler les fichiers. La plupart étaient des vidéos de pêche à la truite ou de bougies d'anniversaire. Puis un fichier s'est démarqué. Daté d'une semaine avant sa mort. J'ai appuyé sur lecture. La vidéo s'est ouverte sur son visage de près, sérieux, sans sourire. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, comme s'il n'avait pas prévu de filmer ce jour-là. « Si tu regardes ça, dit-il, alors elle a menti. » Mes poumons se sont serrés. Je n'ai jamais voulu exclure Summer. J'ai tout mis à jour. Le testament, l'acte de propriété, les comptes. J'ai laissé des instructions à Candan. J'espère, mon Dieu, j'espère que cela te parviendra à temps. La vidéo s'est terminée brusquement. Pas d'adieu, juste ça. Je l'ai sauvegardé 3 fois, téléphone, clé USB, cloud, et j'ai étiqueté le dossier, papa, preuve, vérité.
Le lendemain matin, j'avais rendez-vous avec un avocat spécialisé en succession, Maître Carr. Petit bureau, coincé entre un dentiste et un pressing, mais ses avis étaient solides, et il rappelait rapidement. Il m'a accueilli avec une poignée de main assez ferme pour être significative et un regard chaleureux et stable. J'ai tout exposé, la vidéo, le message vocal, le testament notarié, l'acte de propriété signé, les relevés bancaires, le brouillon d'email, les transferts de la SARL. Il a pris des notes, ne s'interrompant que pour demander des dates exactes. Quand j'ai fini, il s'est penché en arrière et a expiré lentement. Nous avons plus qu'une affaire, a-t-il dit. Nous avons un mobile, des preuves, une chronologie, et surtout, une intention de frauder. Son ton n'était pas dramatique. Il était mesuré, confiant. J'ai hoché la tête une fois. Je ne veux pas de vengeance. Je veux juste tout récupérer. Tout. Et je veux qu'on l'arrête avant qu'elle ne transforme la mort de mon père en une opportunité commerciale. Il m'a regardé dans les yeux et a dit, alors nous déposons une plainte immédiatement. Cet après-midi-là, j'ai traversé la ville jusqu'à l'ancien cabinet d'avocat de mon père, non pas pour une action en justice, mais pour une confirmation. Je n'y étais pas allé depuis des années. Le hall d'entrée sentait le produit à polir au citron et la climatisation. Derrière le bureau de la réception se tenait une femme aux cheveux argentés et au rouge à lèvres corail vif. Ses yeux se sont écarquillés à la seconde où elle m'a vu. « Oh, vous êtes Summer, celle dont il disait toujours qu'elle en ferait voir de toutes les couleurs aux avocats un jour. » J'ai souri faiblement. J'essaie juste de rester debout en ce moment. Elle a cherché sous son bureau et a sorti un dossier. Il a laissé ça avec nous 3 semaines avant de mourir. Il a dit, si jamais les choses se compliquent, vous viendrez. À l'intérieur, une copie horodatée et notariée du testament révisé, signé, attesté, sans équivoque. Je l'ai remercié, j'ai serré le dossier contre ma poitrine et je suis rentré chez moi en silence. Le temps que j'arrive dans l'allée, le soleil avait commencé à se coucher. L'heure dorée, celle que papa aimait pour ses promenades. Je suis sorti et j'ai jeté un coup d'œil vers la fenêtre de la cuisine. Vera était en appel vidéo, souriante. Ses yeux brillaient de charme. Sa voix filtrait faiblement par la vitre fissurée. Une fois que tout sera réglé, disait-elle, la maison est à moi. Ensuite, on avance vite. Je n'ai pas tressailli. Je suis entré, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai tapé 2 mots à mon avocat. Il est temps. Tu as tout effacé mais tu as oublié une chose. La vérité se réécrit d'elle-même. Je ne l'ai pas dit pour la blesser. Je n'ai même pas élevé la voix. Je l'ai dit comme papa l'aurait fait. Calme, stable, final. Vera s'est arrêtée au milieu du couloir devant le tribunal, ses talons de créateur claquant contre le carrelage. Elle a jeté un regard en arrière, les yeux grands ouverts pendant une brève seconde avant de se plisser. La porte du tribunal s'est refermée derrière moi avec un léger déclic, mais l'air a semblé se claquer. La matinée avait commencé avec la bruine habituelle du nord-ouest Pacifique. Des nuages gris pendaient bas sur la ville alors que j'arrivais au palais de justice communautaire avec mon avocat, Maître Carr. Mon blazer était froissé par le trajet en voiture, mais je m'en fichais. Mes documents étaient impeccables. Mes fichiers étaient sauvegardés. Mes nerfs étaient étonnamment calmes. À l'intérieur de la salle d'audience, les gens remplissaient déjà les bancs. J'ai repéré 2 anciens collègues de mon père, quelques voisins, et même Madame Ken du bout de la rue, celle qui lui préparait toujours des carrés au citron au printemps. Je ne savais pas s'ils étaient là par soutien ou par curiosité. Quoi qu'il en soit, ils étaient sur le point de voir la vérité se dévoiler. Vera était déjà assise à la table du demandeur, en tailleur blanc, un mouchoir à la main, tamponnant délicatement les coins de ses yeux avant même que le juge n'entre dans la pièce. Un classique, ai-je murmuré à Maître Carr. Il n'a pas répondu, mais le coin de sa bouche a tressailli. Quand le juge est apparu, un homme plus âgé aux yeux fatigués et à la présence pragmatique, la salle s'est tue. Le greffier a lu l'affaire, succession de Frank Maury, audience sur le litige de propriété et l'allégation de fraude. Maître Carr s'est levé le premier, commençant avec professionnalisme et retenue. Il a présenté le testament révisé, l'acte de propriété, les relevés bancaires. Puis il a sorti la clé USB. Nous demandons respectueusement de jouer une déclaration enregistrée par le défunt, a-t-il dit. Le juge a hoché la tête une fois. La vidéo a été diffusée sur un petit moniteur à côté du banc du juge. Le visage de mon père a rempli l'écran. Pas de musique, pas de montage,
juste lui en chemise simple assis à la table de la cuisine, regardant directement la caméra. Si vous regardez ça, a-t-il commencé, alors elle a menti. La salle d'audience s'est immobilisée. Je n'ai jamais eu l'intention de retirer Summer de quoi que ce soit. C'est ma fille. J'ai mis à jour tous les documents légaux, le testament, la maison. Tout a été notarié et attesté. J'ai laissé des copies à Candan. Ne laissez personne vous dire le contraire. Le clip s'est terminé. Le silence a persisté comme de la fumée. Le visage de Vera était devenu pâle. Son avocat s'est penché vers elle, lui murmurant quelque chose d'urgent. Le juge s'est tourné vers elle. « Madame Darnell, souhaitez-vous répondre ?» C'est là que ça a craqué. « Vous ne savez pas comment il était ?» a sifflé Vera, se levant sans permission. Il était fatigué. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Il a dit qu'elle était une erreur. Qu'il regrettait de l'avoir laissé revenir vivre ici. Des hoquets de surprise ont parcouru la salle. À l'ordre, a aboyé le juge. Je n'ai pas tressailli. Maître Carr a placé un dossier dans mes mains. Je l'ai ouvert lentement et j'ai retiré une seule feuille de papier. C'était la lettre, celle que papa avait écrite une semaine avant que son cœur ne lâche. L'écriture vacillait, mais c'était la sienne. Je me suis levé, je me suis dirigé vers la barre des témoins et je me suis adressé à la cour. Voici ce qu'il pensait vraiment, ai-je dit. Puis je l'ai lu. Tu es la seule chose que j'ai bien faite. Je n'ai rien ajouté. Je n'ai pas regardé Vera. J'ai juste plié la lettre et l'ai posée délicatement sur la table avant de retourner à ma place. Derrière moi, quelqu'un a murmuré « Mon Dieu ». Même l'avocat de Vera avait l'air vaincu. Le juge s'est frotté le front, puis a regardé les deux parties. Sur la base des preuves préliminaires, a-t-il dit, je me prononce en faveur de mademoiselle Maury. Tous les transferts sont suspendus en attendant une enquête complète pour fraude. Le testament révisé est maintenu tel que présenté. Cette affaire sera renvoyée pour examen de la succession. Il a frappé le marteau une fois. C'était fait. Dehors, la bruine s'était transformée en pluie légère. Vera a dévalé les marches du palais de justice, son tailleur blanc maintenant humide et collant à ses épaules. Son téléphone était déjà collé à son oreille. Je me fiche de ce que le juge a dit, a-t-elle lancé. Je le récupérerai. Elle n'est rien. Je suis passé lentement devant elle, le parapluie ouvert, les pas délibérés. En passant, j'ai dit, juste assez fort pour qu'elle m'entende, tu as tout effacé, mais tu as oublié une chose. La vérité se réécrit d'elle-même. Elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase. C'était la dernière fois qu'elle m'a regardé dans les yeux. Les mots ont quitté ma bouche, et j'ai continué à marcher. Je ne me suis pas retourné pour voir comment Vera avait réagi. Je n'en avais pas besoin. Je suis arrivé à la voiture, je me suis assise derrière le volant et j'ai posé mes mains sur celui-ci sans démarrer le moteur. Je n'ai pas pleuré. Il n'y avait plus de place pour ce genre de choses. Ce qui avait été de la rage s'était transformé en concentration, et ce qui avait été de la peur s'était transformé en direction. J'avais franchi la ligne, et maintenant tout ce qui restait était de laisser la poussière retomber de l'autre côté. 2 semaines ont passé. L'email final du tribunal est arrivé un mardi après-midi. Le genre de journée lente et grise dans laquelle Eugène semblait se spécialiser. Des nuages bas, un air calme, tout le quartier silencieux. J'ai ouvert le message à la table de la cuisine avec ma deuxième tasse de café qui refroidissait à côté de moi. Décision finale, propriété exclusive de la succession accordée à Summer Maury. Procédure pour fraude ouverte contre Vera Darnell. Pas de feu d'artifice, pas de confetti, juste des pixels sur un écran qui confirmait ce que je savais déjà. J'ai expiré, pas bruyamment, pas de façon spectaculaire, juste assez pour sentir mes côtes se calmer autour de cela. Le même après-midi, une alerte d'actualité est apparue sur mon téléphone, une femme de la région arrêtée pour de multiples chefs d'accusation liés à une fraude successorale. Il y avait une photo, granuleuse et zoomée, de Vera sortant du palais de justice menottée. Son manteau était froissé. Ses yeux semblaient hagards. Elle n'était pas entourée de caméras ou de journalistes. Juste la vérité qui la rattrapait enfin. J'ai regardé le clip une fois, puis une autre, puis j'ai fermé mon téléphone et l'ai posé face contre table. C'était fini, mais ce n'était pas festif. Il n'y avait pas de bande sonore qui montait en arrière-plan, pas de grand discours final, juste l'immobilité.
Juste moi et cette maison et le silence que papa avait laissé derrière lui. J'ai marché lentement dans le couloir, pieds nus sur le parquet. La photo de nous sur la cheminée partie de pêche, moi avec un chapeau de soleil mou, avait été remise à sa place d'origine. Je la dépoussiérais une fois par semaine maintenant, non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce que j'avais besoin de la toucher. Le fauteuil inclinable dans lequel il s'asseyait toujours avait été pris par Vera des semaines auparavant, probablement vendu ou jeté comme tant d'autres choses. Je l'ai remplacé par un que j'ai choisi moi-même. Non pas parce que je pensais pouvoir le remplacer, mais parce que je voulais quelque chose pour remplir la place vide sans essayer de la copier. Dans le jardin arrière, le buisson de romarin avait recommencé à fleurir. De minuscules fleurs blanches poussaient entre les feuilles en forme d'aiguille. J'ai sorti une bougie et l'ai allumée près du vieux banc, son banc. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi maintenant. À nous. Je ne suis plus en colère, papa, ai-je murmuré. Juste triste que ça se soit terminé comme ça. Les mots ne m'ont pas fait me sentir mieux, mais ils ne piquaient pas non plus. Ils étaient juste là. Des vérités qui n'avaient pas besoin d'être défendues. Je suis resté dehors jusqu'à ce que le soleil baisse, juste assez pour teinter le ciel de la douce lueur ambrée qu'il aimait tant. Quand je suis rentré, je suis passé devant la table de la salle à manger. La lettre était là, la même que j'avais lue au tribunal. Je l'ai reprise, j'ai relu les mots comme je l'avais fait une douzaine de fois déjà. Tu es la seule chose que j'ai bien faite. Il n'avait pas été un homme parfait, mais il avait été le mien. Et à la fin, il s'était assuré que je le sache. J'ai fait encadrer la lettre. Je ne l'ai pas accrochée dans le salon ou l'entrée, juste dans le couloir en face de la buanderie où je passe devant tous les jours. Pas de projecteur, pas de vitrine, juste là, existante. Parce que certaines choses n'ont pas besoin d'être vues par tout le monde pour être réelles. Cette maison n'était plus juste une maison. Il ne s'agissait plus de murs, d'actes de propriété ou de statut juridique. C'est là que mon histoire vivait, où ma blessure a fleuri, où j'ai appris à parler après avoir été réduite au silence. Et maintenant, c'est là que je restais. Certaines personnes héritent de maisons. D'autres héritent du silence et choisissent de le remplir de vérité. Parfois, les trahisons les plus profondes ne viennent pas d'étrangers, mais des personnes qui se disent de la famille. Cette histoire ne portait pas seulement sur la propriété. Elle portait sur la dignité, la mémoire et le droit d'exister dans sa propre lignée. Vous êtes-vous déjà senti effacé par quelqu'un qui est censé vous protéger? Si cette histoire vous a touché ou vous a fait réfléchir, laissez un commentaire et partagez vos pensées. Et n'oubliez pas de vous abonner. Nous avons d'autres histoires de famille plus vraies que nature à vous proposer.